merci à tous et à toutes d'être présentes ce soir à cette dernière conférence de ce semestre du groupe Regard Critique sur le lancement il y a quelques jours d'une initiative populaire sur un salaire minimum vaudois. Et pour cette conférence, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Marianne Ebel, militante féministe à Neuchâtel et membre de Solidarité, ainsi qu'Alessandro Pellizzari, directeur ici à l'HETSL et ancien secrétaire régional à Unia Genève pendant 12 ans. Et moi, je m'appelle William Thibault, je suis membre du GRC, le groupe Regard Critique, ainsi que de Solidarité Vaud. Pardon. Le GRC, c'est un groupe de réflexion et de discussion composé d'étudiants et d'étudiantes de Lausanne, que ce soit à l'UNI, à l'EPFL ou au CHUV, qui organisent des conférences, des débats, des projections, qui visent à stimuler notre esprit critique et notre regard sur la société. Et puis je tiens à préciser ici que je m'exprime au nom du GRC. Si j'ai suivi la préparation de l'initiative, je ne m'exprime pas au nom de Solidarité ni au nom du comité, mais bien en tant que membre du GRC. Alors, on a décidé d'axer cette conférence sur les salaires minimums à Neuchâtel et à Genève, dont on s'est beaucoup inspiré pour la rédaction de l'initiative vaudoise. Et pour faire un peu d'histoire, je pense que c'est important de rappeler qu'à l'origine, c'est le canton de Vaud qui a été le premier à proposer en votation populaire l'idée d'un salaire minimum. C'était en 2008. Et c'était principalement à l'initiative de la coalition POP Solidarité. Et cette initiative, elle a été refusée en 2011 par le peuple à peu de choses, puisque le oui avait obtenu environ 49%. Et ça fait donc 1 an que les premiers travaux sur cette initiative ont débuté. À l'époque, ça faisait 1 an et demi qu'avait été acceptée l'initiative genevoise, sur laquelle on va revenir. Et cette initiative présente dans le canton de Vaud, elle est soutenue par une large coalition de gauche, de partis de gauche, de syndicats, qui a pris la mesure de la nécessité d'un salaire minimum dans un contexte post-Covid, où les travailleurs essentiels ont beaucoup souffert et où toute la société, mais surtout les personnes les plus précaires, sont touchées par l'inflation, la hausse des prix maladie et des loyers. Le salaire minimum, c'est également une question féministe très importante, on reviendra sur cette question. C'est une mesure qui fait partie des revendications des collectifs féministes en vue du 14 juin, prochain, puisque statistiquement, c'est une mesure qui va concerner en majorité les femmes qui sont moins bien payées que les hommes, qui occupent la majorité des emplois à bas salaire et qui sont bien souvent en emploi à temps partiel. Et juste avant de donner la parole à nos invités, quelques mots plus pratiques sur les initiatives. Donc l'initiative, il y a deux initiatives. Il y a une initiative constitutionnelle et puis une initiative législative à signer. L'initiative constitutionnelle, elle vise à ancrer le principe du salaire minimum dans la Constitution pour former une base légale. Et puis l'initiative législative, elle vise à donner les contours de cette initiative du salaire minimum, à ancrer le principe des 23 francs de l'heure, de l'indexation. Et, euh, et voilà. Et puis je passe tout de suite la parole à Marie. Un salaire minimum en Suisse, c'est une première et il sera bientôt mis en place dans le canton de Neuchâtel. La plus haute instance juridique du pays a rejeté vendredi dernier les recours contre cette mesure. À la suite d'une pétition, un vote cantonal avait été organisé en 2011. Le salaire minimum sera de 20 francs suisses, soit un peu plus de 17 € de l'heure. Objectif, lutter contre le phénomène des working poor, les travailleurs pauvres. Oui, on est très contents et on espère que surtout que dans tous les autres cantons, ça va donner une impulsion nouvelle parce que des pauvres, il y en a aussi dans d'autres cantons et c'est pas normal que quand on travaille, on soit pas dans une situation où on puisse vivre normalement. D'autres cantons de la Confédération ont rejeté des projets similaires comme ceux de Genève, Vaud et du Valais. Dans les cantons du Jura et du Tessin, une procédure est en cours mais pas encore terminée. C'est en 2008, en février 2008, que j'ai déposé au Grand Conseil à Neuchâtel un projet de décret qui proposait que l'initiative constitutionnelle modifie la constitution neuchâteloise pour y inscrire le droit à un salaire minimum. Ça aura donc, si vous calculez, pris presque 10 ans, 9 ans et demi, avant qu'on ait un résultat à partir du moment où j'ai déposé cette proposition
au niveau du Grand Conseil. Donc c'était je vous ai mis ici le texte, l'article 26, alinéa 3 et 4, inscrit sous liberté économique. L'État institue un salaire minimum cantonal dans tous les domaines d'activité économique en tenant compte des différences régionales, des secteurs économiques ainsi que des salaires fixés dans les conventions collectives afin que toute personne exerçant une activité salariale puisse disposer d'un salaire lui garantissant des conditions de vie décentes. La loi règle l'application du principe. Le présent décret est soumis au vote du peuple et le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Voilà ce qui était déposé à ce moment-là. On a attendu quelques mois avant que la commission législative s'empare de ce projet, qui était déposé en mon nom, parce qu'à l'époque, finalement, le groupe Popersol qui a soutenu quand même, il y a aussi des députés du Parti socialiste qui ont soutenu et qui étaient signataires, deuxième signataire par rapport à ce décret, ne voulaient pas en tant que tel porter le décret. Alors, ça a été déposé comme ça, ce qui fait que j'ai été dans toute la période de cette consultation, enfin jusqu'au 2017, un peu toujours l'intervenante qui devait défendre le projet. Alors, j'ai été invitée à la commission législative en automne 2008. Je ne faisais pas partie de cette commission, mais c'est un peu l'habitude. Quand quelqu'un dépose un projet de loi, là c'est un décret, bien voilà, la personne, la députée ou le député est invité. Cette commission, elle était présidée par le député Bise, qui est un socialiste. Et au début de cette séance, il s'est tourné vers moi en disant, en fait, le député Bauer aurait une déclaration préalable. Est-ce que c'est possible de la faire avant de vous donner la parole? J'ai dit, oh, tout à fait, pas de problème. Et là, Bauer, qui est député PLR, il s'est lancé dans une longue diatribe pour faire la démonstration que c'était peut-être une très très belle idée, mais qu'il était au regret que la députée Ebel se soit comme ça trompée et propose une chose qui est tout à fait impossible parce que contraire à la liberté économique. Et donc, il a fait une longue démonstration de la liberté économique comme étant un élément essentiel au niveau de la Confédération et qu'on ne peut pas faire au niveau des cantons, ce que la Confédération n'a pas encore fait au niveau suisse. Alors, le député Bis s'est tourné vers moi en disant « Et alors, on s'arrête là ?» J'ai dit « Non, je ne crois pas qu'on va s'arrêter là. » Et j'ai expliqué que voilà, ma proposition n'était pas du tout en contradiction avec la liberté économique, que c'était une proposition qui relevait de la politique sociale. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais enfin, j'ai parlé de ça. Ce qui fait qu'il y a eu une entrée en matière par la commission et j'ai été remerciée. Après que j'ai pu développer ma proposition, la commission a délibéré. Voilà. Et donc, ça a continué comme ça. Mais ça a pris pas mal de temps. Peut-être que ce que va aussi raconter tout à l'heure Alessandro vous permettra aussi de comprendre. On était dans un débat où à Genève, il y avait aussi des controverses importantes. Et à Neuchâtel, ils en ont largement profité pour faire dormir le projet en disant on va d'abord voir ce que ça donne à Genève et puis on n'est pas du tout sûr et on ne va pas perdre notre temps sur des choses qui quand même ne seront pas constitutionnelles. Et donc, ils ont laissé un peu dormir l'affaire. Et c'est en février 2011 que le Conseil d'État a publié un rapport avec un avis négatif sur la base d'un rapport qui avait été fait entre-temps par la commission législative, aussi avec un avis négatif. Et donc, le Grand Conseil du 30 mars s'est trouvé devant cette situation vraiment très négative. Hein. Le Conseil d'État et la Commission législative avaient des arguments, vous pouvez les lire, je ne vais pas vous les résumer, mais qui montraient que c'était vraiment inutile
on avait tout ce qu'il fallait dans le canton, et puis pas du tout adéquat. Alors voilà, j'ai défendu mon projet puisqu'il était à l'ordre du jour. Et au niveau du vote, euh, on a eu la chance de gagner. 56 voix contre 55 et quelques socialistes absents dans la salle, mais ça a permis au projet, à une voix près, d'être accepté en première lecture. Mais quand vous modifiez une constitution, il faut 2 lectures, et donc il fallait une deuxième lecture qui allait avoir lieu le 28 juin de la même année. Entre-temps, le même Boer, il a fait une petite entourloupe dont on n'a pas beaucoup parlé. J'avais fait inscrire le projet de ce salaire minimum tout en haut de la Constitution. Et si ça restait là, ça permettait, indépendamment de la loi qui devait être faite par la suite, mais ça permettait dès l'adoption par l'Assemblée à des personnes individuelles de se référer à ce décret, à cet article en disant « Ah, mais en fait, moi, ça ne marche pas, je n'ai pas le salaire minimum ». Boer, très habile, a joué, il savait bien sûr ça, a joué vraiment sur la corde raide et a réussi à vraiment influencer la majorité du Grand Conseil pour que cette proposition passe plus bas dans la Constitution et devienne plus qu'une sorte d'idée, un peu comme on l'avait déjà dans la Constitution du Jura. Alors je me suis battue, j'ai expliqué ça, mais personne n'a voulu me croire, quand bien même le service juridique m'a donné, pendant le débat, raison. Alors après, bon, il y a eu le vote, et le vote a passé comme ça. Et c'était un chantage où toute une partie de la droite disait « si c'est pas là, nous on vote pas ». Alors évidemment, ça valait la peine quand même que ça passe. Et donc après, une fois que ça a passé comme ça, c'était une petite entorse, mais on s'est dit « ça fait rien, on va quand même y aller comme ça ». Il y a eu ensuite le vote. On a mené une campagne, comme vous allez la mener, avec toutes les démonstrations sur le fait que dans le canton de Neuchâtel, beaucoup de travailleuses et de travailleurs, même à plein temps, se trouvaient à l'aide sociale. Et la campagne qu'on a menée, c'était « c'est pas normal, quand tu travailles, tu dois avoir un salaire qui te permet de ne pas être à l'aide sociale ». Et cette campagne menée comme ça a permis un résultat vraiment très réjouissant, puisque le 27 novembre, on a eu 54,64% des votants, avec une participation de à peu près 35%, un peu moins. Et donc, voilà, c'était accepté. On a été très, très contents. Si on regarde un peu le vote, ce qui est intéressant à relever, c'est que le Val de Travers, qui, on va dire, habituellement n'est pas vraiment un vallon qui vote à gauche, c'est pas très socialiste ou social, était très, très fortement pour cette initiative, pour cette proposition, parce que je pense qu'il n'y a pas un habitant ni une habitante qui ne connaît pas une famille qui vit dans la pauvreté tout en travaillant. Et donc ça a résonné parce que c'était une proposition juste. Au début et donc le Conseil d'État devait mettre en place la loi, comme c'était prévu. Au début de l'année, Thierry Grosjean, conseiller d'État, qui était en charge du dossier, me téléphone en disant « Écoutez, je suis vraiment très, très embarrassée, mais le service juridique dit que c'est impossible d'écrire cette loi. Et je ne sais pas quoi faire, je suis très mal à l'aise, parce que quand même la population a exprimé une volonté et j'aurais à cœur que ça soit réalisé. Est-ce qu'on peut faire une réunion informelle pour parler de ça ?» Alors j'ai dit oui, on peut faire une réunion informelle. On est allé, Solidarité et les syndicats, à cette réunion informelle. Et là, on a annoncé à
Thierry Grosjean que si le service juridique ne pouvait pas écrire la loi, nous, on l'écrirait. Et qu'elle serait déposée très rapidement, qu'on écrirait ça en moins d'un mois, et qu'elle serait déposée. Et puis, si le Conseil d'État le souhaitait, il pouvait présenter cette loi. On s'était dit que c'était mieux que ce soit le Conseil d'État qui l'accepte et puis qui la propose. Ça nous donnait plus de chances que si on restait, parce que Solidarité, on est quand même au niveau du Grand Conseil extrêmement faible. Et donc, ça nous donnait plus de chances de réussir. Et voilà, ça a été fait. La loi a été écrite. Moi, entre-temps, je partais du Grand Conseil, j'avais déjà annoncé, mais Thierry Grosjean a mis sur pied une commission extra-parlementaire à laquelle j'ai pu participer, puisqu'elle était extra-parlementaire, à laquelle pouvaient aussi assister les syndicats. Et on a travaillé pendant 5 ou 6 séances. Et là, on doit dire que vraiment, la loi elle était écrite, mais ce qui était à fixer, c'était voir où on plaçait, à quelle somme on se mettait d'accord. Nous, on pensait 22 francs, c'est ce qu'on avait inscrit, mais on voulait tester ces 22 francs. Et donc, on a demandé beaucoup de choses. On a demandé beaucoup d'études. On a demandé qu'est-ce que ça coûte à l'État d'avoir une femme avec 2 enfants à l'aide sociale qui vit au Locle. Même question pour une femme qui vit avec 2 enfants à Neuchâtel et qui travaille. Qu'est-ce que l'aide sociale doit compenser ou qui ne travaille pas? Et on a fait plein de propositions comme ça. Et je dois dire que là, le conseiller d'État a vraiment joué le jeu. Il a à chaque fois dit à son service, vous cherchez ces données, vous cherchez ces données. Et donc, ils ont beaucoup travaillé. Voilà, ça a été une situation qui nous a conduit à la conclusion que 22 francs, c'était un peu risqué. Tout le monde était d'accord qu'il fallait que ça soit plus que l'aide sociale, mais avec 22 francs, on risquait de ne pas être dans les clous. Et donc, on a fait une concession, on est parti sur 20 francs, mais on a dit on accepte 20 francs à la condition qu'il y ait la clause qu'on puisse toujours réévaluer ces 20 francs avec l'indice suisse des prix de la consommation pour que ça ne soit pas tout à coup, que ça ne vaille plus rien, toute cette affaire. Et donc voilà, ça s'est fait pendant l'été 2012. Ça a pris encore un peu de temps pour après être terminé, mais le 4 novembre 2013, on se trouve devant un rapport, cette fois du Conseil d'État, très positif. C'était vraiment avec de tout autres arguments. Et donc, c'est un projet qui a été accepté comme ça. Et donc, enfin, on gagnait. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Le Grand Conseil a été présenté comme pionnier, comme 3 ans plus tard, le Euronews le dira, puisque là, le Grand Conseil avait accepté cette proposition. Donc, il y aura, écrivez 24 heures, bel et bien un salaire minimum dans le canton de Neuchâtel. Le Grand Conseil a massivement accepté de fixer un montant plancher de 20 francs par heure. Mais voilà, le même Boer encore a frappé et il y a eu 4 recours déposés au niveau du tribunal fédéral avec une demande d'un effet suspensif, en disant mais ça ne va pas du tout, donc je ne veux pas vous donner toute l'argumentation juridique qu'ils ont développée pour faire ce recours, mais le tribunal fédéral est entré en matière et est entré en matière aussi sur l'effet suspensif, et donc on a encore une fois dû attendre pour savoir si oui ou non on aurait enfin ce salaire minimum. Et là, ce que je pense, mais je n'étais pas là-dedans, mais ce que je pense, c'est que le fait qu'on avait tous ces documents et qu'ils avaient vraiment toutes les démonstrations au niveau du tribunal fédéral que ce salaire était un peu plus élevé que l'aide sociale, mais que c'était vraiment une aide de type social et pas rien à voir avec la liberté économique, et qu'ils avaient tous ces chiffres sous les yeux,
C'est probablement ce qui nous a permis de gagner avec Pascal Mahon et Federica Stefanini qui étaient mandatés pour analyser cette situation. Et ils ont conclu le salaire minimum neuchâtelois est conforme à la Constitution fédérale. Et donc là, si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire tous les commentaires. Et donc ça a été vraiment enfin, et c'est entré en vigueur très vite parce que tout était prêt. C'est en juillet que le tribunal fédéral a décidé, et le 4 août, la loi est entrée en vigueur. Alors je vais m'arrêter là-dessus, juste dire que chaque année, il y a une commission tripartite qui est chargée de l'observation du marché du travail pour regarder si vraiment ce salaire minimum est appliqué. Dans l'ensemble, si on lit ces rapports, on voit qu'il y a assez peu de cas où ce n'est pas le cas. Et quand ce n'est pas le cas, ils doivent immédiatement corriger. Les chiffres que j'ai, ce n'est pas des chiffres extraordinaires parce que la statistique n'a pas encore introduit, donc l'Office des statistiques n'a pas encore introduit le salaire minimum comme un des points d'observation. Je pense que ça va se faire, mais les chiffres là qu'on a, et puis je pense que la proportion, elle doit rester à peu près celle-ci. Pour 2010, c'était 4% de la population qui était touchée. Et puis, comme tu l'as dit, c'est essentiellement des femmes. 1790 personnes qui touchent moins de 20 francs par heure à plein temps. Et pour 960 hommes quand même, qui sont dans la même situation. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2021, ça sera ma conclusion, en 2021, le rapport social neuchâtelois cite à un moment donné des conclusions le fait que la tendance à la baisse du recours à l'aide sociale initiée justement en 2017, donc c'est quand même cette date où c'est entré en vigueur, se poursuit, et ils reconnaissent que l'existence d'un salaire minimum dans le canton est également à prendre en compte. Ce qu'ils disent également, c'est que ce n'est évidemment pas le seul facteur qui fait que l'aide sociale a baissé. Mais donc ça, c'est un élément quand même très important, c'est de montrer que oui, ça a de l'effet sur l'aide sociale. Et alors quand on pose la question qui y gagne d'avoir un salaire minimum, on peut dire évidemment les personnes qui sont en dessous, ils ont un peu un meilleur salaire, mais c'est toute la population parce que l'aide sociale, c'est aussi nos impôts. Et là, la droite, elle est toujours quand même assez présente pour dire qu'on donne trop à des gens qui ne sont pas là pour travailler. Enfin, vous connaissez la chanson. Et je pense que ça leur a enlevé pas mal d'arguments. Et donc, on a été bien contents. Et donc, moi, je vous remercie d'être encore intéressé à cette longue histoire qui est quand même déjà vieille, mais qui a son importance. Et là, je passe la parole à Alessandro qui va en fait redonner tous des éléments qui montrent que cette démarche n'était pas une démarche solitaire, mais bien une démarche solidaire. Et comme tu l'as dit au début, ça a commencé par le canton de Vaud, et dans Solidarité, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et ce n'était pas par hasard que ce décret a vu le jour à Neuchâtel. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la parole. Alors, merci beaucoup, Marianne, pour l'historique de l'initiative neuchâteloise qui a effectivement été l'inspiration pour l'initiative genevoise et plein d'autres qui ont suivi après. Tu as aussi évoqué l'historique des premières initiatives, ou plutôt toi, en introduction, qui avaient échoué. On aura peut-être le temps de revenir là-dessus, parce que j'étais au syndicat à l'époque, que les premières initiatives avaient été lancées, et personnellement, je m'y étais opposé parce qu'elles étaient passablement mal rédigées dans un contexte constitutionnel pas clair, et on considérait comme syndicat que ça ouvrait la porte à des salaires minimums tellement indécents qu'il valait mieux ne pas soutenir ces initiatives. C'est une des raisons pour lesquelles ça n'avait pas passé à l'époque. On avait en parallèle évoqué la possibilité de lancer un salaire minimum national. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière syndicale d'ailleurs. Je peux être fier aujourd'hui d'avoir été à l'origine de l'initiative fédérale qui a eu le score le pire dans l'histoire de la Suisse, qui avait été refusé à 76% à l'époque. J'y reviendrai après. Le contexte n'était évidemment pas le même que celui qu'on a aujourd'hui.
Vous aurez compris, j'ai un peu une double casquette ce soir. Tu l'as dit en introduction, je suis le directeur de cette école qui a créé l'année passée un observatoire des précarités. Ça me permet aussi de vous donner quelques éléments un peu chiffrés, j'ai envie de dire, sur le pourquoi c'est nécessaire d'avoir un salaire minimum pour lutter contre la précarité. Et puis évidemment, je n'ai pas totalement oublié la casquette syndicale qui m'a occupé pendant 14 ans et dont les luttes pour le salaire minimum étaient parmi les batailles probablement les plus importantes que j'ai pu mener. Donc voilà, je changerai de casquette de temps en temps tout en essayant de rester cohérent avec moi-même. J'y arrive, je pense, de temps en temps. Alors, je vais donc, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être d'abord redonner un peu un contexte du pourquoi le salaire minimum et pourquoi c'est important d'avoir cette mesure comme mesure de politique sociale. Marianne l'a expliqué tout à l'heure, c'est dans ce contexte que la discussion est posée aujourd'hui. Revenir rapidement aussi sur le contexte, le contenu de la campagne du salaire minimum genevois. Donc vous verrez qu'il y a une suite logique à la bataille qui a été menée à Neuchâtel, avec un peu de recul aujourd'hui, voir quel est l'impact de ce salaire minimum à Genève. Et je pense que c'est important pour vous qui menez la bataille ici, parce que vous verrez que durant la campagne de votation, la droite patronale va évoquer toute une série d'arguments de l'impact négatif du salaire minimum. On a un peu le recul aujourd'hui avec Genève pour voir quels arguments sont véridiques et lesquels ne sont pas. Et puis finir sur les enjeux qui se posent aujourd'hui et pourquoi l'importance de lancer une initiative maintenant dans le canton de Vaud, mais pas seulement dans le canton de Vaud, à Fribourg. Il y a des préparations aussi pour lancer une initiative à Zurich. Il y a une votation le 18 juin, pas pour le canton de Zurich, mais pour la ville de Zurich. Ça sera, si ça passe, le premier salaire minimum municipal. Ça serait aussi intéressant comme expérience. Bref, voir qu'il y a un contexte qui bouge parce que c'est vrai que les forces politiques qui ont perdu les batailles dans les cantons n'en démordent pas. Ils viennent maintenant par le biais du Parlement fédéral qui attaque les initiatives cantonales existantes. Donc ça, c'est un peu l'ouverture à la fin que je vais discuter avec vous. Je ne sais pas pourquoi il y a ce problème de... Je suis désolé, hein, vous êtes chez nous et puis l'infrastructure est défaillante. J'en suis désolé. Bref, pourquoi un salaire minimum ? Très rapidement, hein, je pense que la précarisation de la population en Suisse a été extrêmement visible durant la pandémie. Hein, c'est les images que vous avez certainement toutes et tous vues. C'était les files d'attente pour l'aide alimentaire à Genève. Situation qui ne s'est pas améliorée. J'ai pris juste quelques citations de journaux récentes. Le Temps qui titrait une famille de la classe moyenne au bord de la précarité. Ils ont fait toute une série de portraits sur des personnes et des familles en situation de précarité. Monsieur et Madame tout le monde vont désormais chez Caritas. C'est en gros ce que les terrains de l'action sociale nous remontent actuellement. C'est que ça a carrément explosé même après la pandémie, le fait que les personnes sont obligées d'aller chercher de l'aide alimentaire. Et je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, ce documentaire de temps présent, Un salaire et plus rien à la fin du mois. C'est une série de portraits qui sont extrêmement bien faits et qui montrent bien la difficulté aujourd'hui d'avoir un salaire qui ne suffit pas à la fin du mois, toutes les implications que ça a. Donc je vous conseille vraiment vivement de voir ce documentaire. Si on va voir un tout petit peu les chiffres, hein, Caritas a titré il y a 3 semaines, la pauvreté en Suisse atteint un niveau record. On a, selon les statistiques officielles, environ 800 000 personnes qui sont en dessous du seuil de la pauvreté. Le seuil de la pauvreté en Suisse, je ne vais pas entrer dans des explications trop techniques, mais c'est en gros ce qui est considéré comme seuil qui donne le droit à l'aide sociale. C'est pas le même seuil dans tous les cantons, donc c'est pour ça que c'est des fois un peu compliqué de faire des comparaisons internationales. Ça fait environ 8,6% de la population qui est en dessous du seuil de la pauvreté, donc qui a droit à l'aide sociale. Mais c'est pas parce qu'on gagne 20 francs de plus qu'on n'est pas pauvre. Et en gros, ce que fait Caritas, c'est le calcul quel est le seuil du risque de la pauvreté. Donc si on est juste en dessus et qu'un événement quelconque, tout à coup une facture du dentiste vous fait tout à coup basculer sous ce seuil, on arrive vite à presque le double, donc environ 14-15% de la population. Ce n'est pas des chiffres qui se reflètent forcément dans les statistiques des bénéficiaires de l'aide sociale que vous voyez ici. Alors, les chiffres montent un tout petit peu, mais ne suivent pas du tout l'ampleur de la précarisation de la population. Il y a une raison à ça. Une des raisons, c'est ce qu'on appelle notamment aussi ici le phénomène du non-recours des prestations sociales, c'est-à-dire les personnes qui ont tout à fait le droit d'aller à l'aide sociale, mais pour X raisons, ils ne vont pas, surtout si vous avez un permis C
vous êtes au risque d'être déclassé au permis B. Si vous êtes au permis B, vous êtes au risque de perdre le permis, ce qui fait que les gens ne vont pas tout simplement à l'aide sociale. Donc ils disparaissent des statistiques. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, bien sûr, c'est quelles sont les raisons de cette précarisation. Je vous conseille vraiment de lire les rapports de Caritas. Hein. C'est des rapports qui ne sont pas forcément produits par des forces qui sont considérées d'extrême gauche. Hein. C'est des gens qui sont sur le terrain tous les jours. Et en gros, ce qu'ils constatent, c'est ce que j'ai mis là en bas, si la machine me permet de ne pas les faire disparaître. C'est bien sûr le problème des bas salaires, on y viendra, c'est le cœur de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, mais ce n'est pas seulement la question des revenus, c'est la question des dépenses. Aujourd'hui aussi, avec ces salaires-là, on n'arrive tout simplement plus à suivre l'augmentation des loyers, l'augmentation des primes de l'assurance maladie. Donc c'est ces trois facteurs, hein. Accès aux soins, accès au logement avec des revenus bas qui expliquent l'explosion de la précarité en Suisse aujourd'hui. Et cette problématique salariale, à vrai dire, elle a trois formes. Hein. C'est pour ça que je parle toujours d'un triple problème salarial en Suisse. Il y a un problème de bas salaire. Alors qu'est-ce que c'est un bas salaire ? Si on veut utiliser des statistiques internationales, on utilise toujours un peu le même indicateur, c'est les 2/3 du salaire médian d'un pays. Hein, donc on essaye de trouver un peu quel est le pourcentage des personnes qui gagnent moins des 2/3 du salaire médian, ce qui permet de comparer les pays. Parce que si vous prenez 4 000 francs, évidemment 4 000 francs dans un pays comme la Grèce, ça ne veut strictement rien dire. Mais si vous comparez les 2/3 du salaire médian du pays, ça vous donne une ordre de grandeur. En Suisse, je vais faire simple, les 2/3 du salaire médian, c'est environ 4 000 francs. C'est un peu plus, mais c'est 4 000 francs. Donc si on prend le seuil de 4 000 francs comme seuil de bas salaire, vous voyez ici quelles sont les branches qui ont des salaires en dessous de ces 4 000 francs. Alors, ce n'est pas vraiment une grande surprise. Hein. C'est les branches à basse qualification, les branches avec un fort taux de travail de main-d'œuvre immigrée et des branches avec un fort taux, bien sûr, de main-d'œuvre féminine. C'est la colonne rouge qui montre que la part de femmes est beaucoup plus élevée. On le voit encore plus dans ce graphique-là. Ça, c'est la part de femmes aux travailleurs pauvres qui va, mais Marianne l'a dit tout à l'heure, c'est environ 3/4 des travailleurs pauvres sont des travailleuses pauvres. Ce qui est un peu une logique évidemment cohérente, c'est en lien avec les voies d'accès sur les différentes branches qui sont des branches à bas salaire, en partie parce qu'elles sont occupées par des migrants et des femmes. Premier problème, donc le problème des bas salaires. Alors, on pourrait se dire, si c'était un pays, la Suisse, qui n'arrive pas à produire suffisamment de richesses pour payer des salaires élevés, on pourrait le comprendre. C'est évidemment pas le cas. La Suisse est aussi le pays avec l'écart salarial parmi les plus élevés des pays développés. Hein. Si vous regardez ici, la différence entre la distribution des salaires mensuels, donc le 0,1% des salariés gagnent environ 70 000 francs par mois. Hein. Donc c'est une toute petite minorité. Et vous regardez, si ça descend, évidemment, ça augmente le nombre de personnes. Donc on a des écarts salariaux en Suisse qui sont juste impressionnants. Et ce sont des salaires salariaux qui continuent à augmenter, hein, les écarts. Vous avez ici, c'est tout frais du site de l'Office statistique de la Suisse. Vous voyez l'évolution salariale l'année passée et quand la barre vire à gauche, c'est qu'il y a eu des baisses de salaire réels. C'est évidemment en lien avec l'inflation et le fait que le renchérissement n'a pas été compensé. Donc on vit actuellement une phase de baisse de salaire réel alors que les hauts salaires continuent à grimper. Donc l'écart salarial, c'est le deuxième problème qu'on a en Suisse. Donc une très forte inégalité salariale qui pose beaucoup de problèmes d'ailleurs en termes de politique salariale, et pas seulement les bas salaires, mais les très hauts salaires aussi. Et puis, troisième problème salarial, et là on arrive gentiment aux réponses que le salaire minimum peut amener, c'est qu'on a un problème de protection salariale en Suisse. Qu'est-ce que ça veut dire un problème de protection salariale? Ça veut dire qu'il n'y a pas inscrit dans la loi suisse un salaire minimum. Ça a l'air banal de le dire en Suisse, c'est pas aussi banal si on regarde l'Europe, parce que la Suisse est quasiment le seul pays maintenant désormais qui n'a pas de salaire minimum. L'autre grand pays capitaliste en Europe, c'était l'Allemagne jusqu'à peu, mais même le gouvernement conservateur s'est rendu compte qu'il fallait prendre des mesures contre la pauvreté des salariés. Donc en Suisse, il n'y a pas de protection salariale. Je relativise un tout petit peu, à part les cantons qui ont des salaires minimums, il y a des conventions collectives en Suisse qui fixent des salaires en dessous desquels on ne peut pas payer les salaires. Les conventions collectives touchent environ 50% de la population qui travaille en Suisse.
Donc, c'est pas vrai quand on entend un des majeurs, des arguments majeurs du patronat de dire on n'a pas besoin de salaire minimum parce qu'il y a le partenariat social qui fixe les salaires minimums par les conventions collectives. C'est pas vrai pour la moitié de la population. Et vous verrez tout à l'heure d'ailleurs que ces salaires fixés dans les conventions collectives sont de loin pas des salaires qui permettent de vivre dignement. Et il y a un problème qui est en lien avec la structure du marché du travail suisse. L'absence de protection de salaire fait que la mise en concurrence des salariés est extrêmement rude en Suisse, notamment dans un pays qui importe quasiment un quart de la main-d'œuvre à travers l'immigration, et le régime de libre circulation des personnes a été accompagné, vous savez, par des mesures de protection des salaires, ça s'appelle les mesures d'accompagnement, mais qui ne sont que très relativement efficaces. Vous voyez ici une courbe qui montre le salaire d'embauche des nouveaux venus sur le marché du travail suisse, qui est un salaire d'embauche qui baisse continuellement, ce qui montre que cette mise en concurrence des travailleurs immigrés avec les travailleurs résidents se joue sur le dos essentiellement des personnes qui viennent nouvellement travailler en Suisse, dont les salaires d'embauche baissent continuellement. Donc, triple problème salarial pour lequel le salaire minimum, effectivement, est une solution assez efficace, assez simple. Ça fixe tout simplement un salaire plancher. C'est pas plus compliqué que ça, au-dessous duquel on ne peut pas aller. Et puis, vous verrez l'effet que ça a, cette idée relativement simple. Mais peut-être avant ça, vous donner quelques éléments de contexte sur Genève, avant 2020, c'est-à-dire avant la votation sur le salaire minimum. On a fait les calculs à l'époque, donc 9,4% des salariés étaient en dessous de ce seuil de pauvreté. Ça touche à Genève environ 30 000 personnes. Nous avons calculé à l'époque combien ça coûtait si on devait augmenter ces 30 000 personnes au salaire minimum de 23 francs qu'on avait fixé. On a calculé la masse salariale à 7,3 millions de francs. Concrètement, l'introduction du salaire minimum a coûté 7,3 millions de francs à Genève. Est-ce que c'est beaucoup? Pas beaucoup. On y reviendra tout à l'heure. Ici, vous avez les chiffres qui montrent dans quel secteur les salaires étaient particulièrement nombreux en dessous des 4 000 francs. Et ça, c'était un argument assez décisif durant la campagne qu'on a pu utiliser parce que, concrètement, on s'est rendu compte que la moitié des personnes qui gagnent moins que 4 000 francs sont des personnes qui sont soumises à une convention collective de travail. Donc, ce n'est pas seulement faux de dire que les conventions collectives de travail protègent la population contre la pauvreté parce qu'ils ne couvrent que la moitié des gens, mais la moitié des gens qui sont couverts par des conventions collectives sont pauvres. Donc, c'est quand même assez dingue comme résultat qu'on s'était pas... On n'avait pas attendu ça, à vrai dire. On a eu la chance que l'Office cantonal des statistiques de Genève nous a fourni un peu tous les chiffres qu'on demandait. Mais quand on a vu la répartition des salaires, des bas salaires par secteur, de se rendre compte que la moitié des bas salaires sont dans les secteurs conventionnés, c'était quand même assez impressionnant comme résultat. 7,3 millions de francs, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Tu l'as dit tout à l'heure, Marianne, c'est pas que ces gens aujourd'hui qui gagnent moins ne coûtent rien, parce qu'en gros ils coûtent à l'État sous forme d'aide sociale. À Genève, en gros, on a regardé les dépenses pour l'aide sociale chaque année, c'est 380 millions de francs, dont 18% sont pour des personnes qui travaillent. Alors, ça ne veut pas dire que c'est 18% des 380 millions, c'est un peu plus compliqué, évidemment, c'est pas linéaire, mais ça montre quand même les relations. De augmenter 30 000 personnes coûte 7 millions, d'avoir tous ces gens à l'aide sociale coûte effectivement beaucoup plus. Donc ça, c'est un peu le point de départ, mais ce n'est pas le seul point de départ. Et c'est pour ça aussi que l'historique de Marianne était important tout à l'heure, parce qu'on a lancé cette campagne dans un terrain qui n'était pas vierge du tout. Et de manière assez étonnante, et ça je l'ai vécu à l'intérieur du syndicat, la première résistance qu'il fallait gagner, c'était la résistance des syndicats contre l'idée même du salaire minimum. Parce qu'il y a dans les syndicats, et c'est heureusement en train de changer, mais à l'époque c'est encore très fort, cet attachement très fort aux conventions collectives de travail, au partenariat social, et cette peur que l'État vient intervenir dans quelque chose que les syndicats négocient directement avec les patrons. C'est la vieille idéologie de la paix du travail en Suisse. Cette idée que les syndicats sont suffisamment forts pour gérer le marché du travail avec les patrons, alors qu'évidemment le rapport de force est tellement inégalitaire qu'aujourd'hui c'est très difficile de continuer à légitimer cette position. Mais c'est vrai
que ce n'était pas évident du tout déjà de convaincre les syndicats de se lancer dans la bataille. Et je me permets cette pique, l'initiative lancée par Solidarité, la première, nous a pas aidé dans cette histoire parce qu'elle était tellement mal rédigée que c'était assez compliqué de l'utiliser à l'interne pour convaincre les syndicats. C'est pour ça qu'en parallèle, on a fait autre chose avec l'initiative nationale qui était une catastrophe sur la votation, mais qui nous a servi effectivement de gagner du terrain à l'intérieur des syndicats. Donc c'est pour ça que c'était important aussi de mener cette bataille. Aussi parce que voilà, il y avait un peu cette idée que les gens n'ont qu'à se syndiquer s'ils sont mal payés. Et puis une fois qu'ils se syndiquent, bah, ça ira mieux. Donc, et un salaire minimum, ça profite à des gens qui ne sont pas syndiqués. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'idées très vieilles qui tournaient à l'époque et qu'il fallait convaincre d'autres choses. Après cette défaite quand même de 2014, ça, c'était le salaire minimum national, pesait assez lourd quand même, avec un découragement assez généralisé. Et c'est pour ça que c'est important que vous avez tout de suite mené la bataille cantonale, parce que ça a réouvert les portes. Et nous, ça nous a permis de comprendre pourquoi on avait perdu de manière aussi massive que ça. C'était en partie lié aux résistances syndicales. C'est un peu le compromis qu'on avait trouvé, c'était de dire on mène la campagne sur le salaire minimum, mais on ne touche pas aux conventions collectives. Alors que vous avez vu tout à l'heure qu'on aurait justement dû toucher aux branches et à des conventions collectives, non seulement parce qu'il y a des bas salaires là, mais parce que c'est les seules branches où les salariés sont organisés. Donc on a mené une campagne dans des secteurs non organisés. C'est une campagne que j'ai considérée un peu une campagne du WWF. C'était un peu, on sauve les baleines, c'est un peu, voilà, on sauve les travailleurs pauvres, mais c'est pas les travailleurs qui ont mené la campagne. C'était vraiment un peu une campagne par substitution qui forcément n'a pas pu marcher. Donc, on a repositionné tout ça. Il faut dire qu'à Genève, il y avait un thème qui coulait un peu de source, vu que c'est un canton où 50% de la main-d'œuvre est étrangère, avec un très fort taux de frontaliers, avec une campagne anti-frontalière qui était virulente. Donc, nous nous sommes dit, on va amener ça de manière très offensive. On va positionner le salaire minimum comme seule réponse au dumping salarial qui est provoqué par la libre circulation des personnes. Et on avait trouvé ce slogan, protégeons les salaires et pas les frontières. C'était un peu l'idée de montrer, on se pose de manière très ferme du côté des salariés, indépendamment de la nationalité qu'ils ont. Ce n'est pas eux le problème c'est les employeurs qui les mettent en concurrence. Donc protégeons les salaires et pas les frontières. C'est devenu un peu le fil rouge de toute cette campagne, qui nous a permis de combattre les initiatives de l'UDC, de placer l'autre initiative importante à Genève qu'on a gagnée avant, qui était celle d'introduire un inspectorat paritaire des entreprises à Genève, donc de renforcer le contrôle du marché du travail. Donc on a créé un climat, je pense, qui était favorable politiquement, parce que ça a poussé une partie du patronat d'être très timide dans la campagne, parce qu'ils ont compris que la manière dont ils nous attaquaient les mettait du côté des antifrontaliers. Ils n'avaient pas envie d'être dans ce côté-là. Donc je pense avec peu de modestie, qu'on a joué politiquement assez intelligemment, en liant les deux thèmes et en mettant le patronat sous pression là-dessus. Et puis voilà, on a gagné en 2020 avec 58% des votes. J'ai ajouté une autre votation qui a eu lieu juste après, qui était pour l'introduction des indemnités Covid pour les sans-papiers, qui a été acceptée à presque 70% des votes. Donc ça, c'est quand même assez incroyable dans un canton aussi où la droite xénophobe est aussi forte que ça, d'obtenir des indemnités pour des sans-papiers, c'était quand même assez incroyable. J'explique ça en partie par tout le contexte politique qu'on a construit, mais évidemment par le Covid. J'entends, on ne va pas se mentir. On a gagné ces votations aussi parce qu'on était encore en plein Covid. Et c'est pas par hasard qu'on a choisi des affiches avec les masques, avec les personnes évidemment qui avaient un capital de sympathie très fort durant le Covid. Donc ça a évidemment été aidé. Ça, vous l'avez plus ici, clairement, comme argument. Voilà, quelques éléments de campagne, juste pour donner quelques idées aussi. On avait décidé de montrer un peu le rapport de force. On a récolté les 7000 signatures en 3 semaines. Donc on a fait un effort de récolte qui était incroyable, mais qui n'était pas très compliqué à faire parce que les gens signaient juste. C'était juste. J'ai jamais vécu une campagne comme ça. Comité de soutien large, mais porté par les syndicats, c'était important. On avait la crédibilité syndicale d'avoir mené des luttes préalablement, donc on avait ce capital de crédibilité. Et il n'y a pas seulement eu l'initiative neuchâteloise de laquelle on s'est inspiré, qui nous a vraiment ouvert la porte pour mener une campagne, en gros, validée par le tribunal fédéral.
C'était l'élément décisif. Mais il y a surtout eu les mauvais exemples à ne pas suivre. Hein. Donc, canton du Jura, donc canton Tessin, ils ont fait quelque chose qu'on a évité de faire, c'était introduire dans la loi une clause d'exception pour les branches avec CCT, ce qui est une absurdité par rapport aux chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc ça, effectivement, on a pu éviter, et puis je l'ai dit, je ne vais pas revenir là-dessus, la voie neuchâteloise a été évidemment pour nous assez importante. On l'a un peu modifié au contexte genevois, comme on avait mené toutes ces batailles sur l'inspectorat du travail, sur le contrôle des conditions de travail. On a pu introduire dans la loi aussi un renforcement en fait, du contrôle du salaire minimum pour dire que ça ne sert pas à grand-chose de l'avoir dans la loi s'il n'est pas appliqué. Donc on a mis dans la loi aussi les mesures d'application du salaire minimum en rattachant en fait le contrôle à la commission tripartite du canton, hein, dans laquelle les syndicats sont beaucoup plus forts historiquement que dans tous les autres cantons. Donc c'était un rapport de force intéressant pour nous. Et puis autre élément décisif qui est aussi un peu le fruit des analyses qu'on a fait, l'indexation automatique, ce qui fait qu'aujourd'hui on a 24 francs. Hein. On a voté 23, mais on est à 24. Et puis en fait, ça se négocie même pas. C'est inscrit dans la loi qu'il y a l'indexation automatique. Donc voilà, on a passablement chargé le bateau, mais ça a passé, donc tant mieux. Avec évidemment une réaction patronale, alors assez virulente, mais j'ai dit tout à l'heure, ils étaient quand même assez embêtés dans ce contexte, d'abord sur les frontaliers, et puis ensuite dans le Covid. Et ils ont mis l'accent sur, voilà, vous voyez, pas de poison dans la potion, c'est-à-dire en gros cette mystification de partenariat social, de l'harmonie entre syndicats et patrons, et tout à coup ce méchant salaire minimum qui vient foutre du bordel là-dedans, donc une remise en cause du partenariat social. Ils avaient menacé d'ailleurs de dénoncer les conventions, de tout ça, tout ça. Ça peut avoir un effet, hein, parce que si vous dénoncez une convention, il y a aussi une part de financement des syndicats qui devient un peu plus périlleux. Donc effectivement, ils ont amené l'artillerie lourde, mais on a gagné. Et puis on a vu quand même le vent tourner, parce qu'il y a aussi eu des changements, sans entrer dans le détail, des affaires Maudet et autres. Mais tout ça, on l'avait fait avec Maudet comme conseiller d'État à l'économie. Son scandale est intervenu en même temps. On s'est retrouvé avec Mauro Poggia, responsable de l'économie, donc le représentant du parti antifrontalier qui en voulait à mort. Et donc, dans l'application de la loi, ils ont vraiment essayé d'aller jusqu'au bout de ce que la loi permettait, notamment les quelques exceptions qu'on avait admises, comme l'agriculture, ils sont allés jusqu'au bout pour vraiment montrer en fait qu'ils faisaient tout pour faire de l'obstruction. Et puis, on a eu aussi le droit à nos recours de nos patrons sur les délais d'entrée en vigueur, tout ça, mais ça a eu relativement peu d'effet. Mais ça a créé un potentiel de frustration qui est en train de revenir maintenant. Hein, j'y reviendrai après. Donc, j'ai dit, on a gagné la bataille. Et aujourd'hui, on peut un tout petit peu regarder l'effet que ça a eu. Alors, et ce que je dis là, je remets en partie la casquette du directeur de l'école, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'analyses scientifiques sur l'introduction du salaire minimum, et je vous invite, si ça vous intéresse, de lire surtout la littérature allemande, parce que c'est vraiment intéressant, parce que le salaire minimum allemand, il est tout récent. Donc on voit vraiment un peu en temps réel quel est l'effet du salaire minimum en Allemagne. Donc il y a pléthore d'analyses sur l'effet du salaire minimum en Allemagne. On n'a pas encore suffisamment de recul à Genève pour reconstituer ces mêmes études, mais on a des premières tendances. Ce qui est important, c'est l'impact du salaire minimum sur les salaires. C'est un des mythes. Hein. Le salaire minimum tire les salaires vers le bas, comme si c'était ce mécanisme un peu miraculeux d'un salaire qui tire les salaires. Comme si derrière, il n'y avait pas des personnes qui négocient des salaires. Bon, voilà, il y a un salaire qui tire les salaires. Alors aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que en fait, un salaire minimum, si on revient sur la réalité de ce que c'est la fixation d'un salaire, augmente le pouvoir de négociation des personnes pauvres. C'est logique parce qu'ils savent que concrètement, il y a un plancher au-dessous duquel ils ne peuvent pas aller. Donc ça renforce, y compris les jeux, alors le rôle la position des salariés dans les jeux de concurrence qui existent. En gros, si tu n'acceptes pas 200 francs en moins, je prends celui devant la porte qui attend. Ça joue plus parce que 200 francs en moins, tu n'as plus le droit de faire. Donc, ça augmente, ce qui fait que
ce qu'on voit dans la littérature internationale, l'introduction du salaire minimum a plutôt tendance à faire augmenter les salaires parce que ça augmente aussi le pouvoir de négociation de ceux qui sont juste en dessus, hein, concrètement pour garder des différentiels salariales. Donc il y a effectivement tendance aujourd'hui, et ça se voit en Allemagne, que le salaire minimum a poussé vers le haut la structure salariale, à l'exception des branches et des entreprises où les syndicats sont extrêmement faibles. Donc voilà, il n'y a pas miracle concrètement. Là où c'est l'employeur qui dicte la loi, bah, de fait, ce qu'il décide, c'est de dire, bon, vous vouliez un salaire minimum, je mets tout le monde au salaire minimum. Donc voilà, il y a la réponse, elle n'est pas simple, en gros, hein, parce que la fixation de salaire, c'est rien de magique. C'est quelque chose qui se négocie entre patrons, syndicats, salariés, et ça peut, dans des contextes organisés, jouer en faveur des salariés, dans des contextes non organisés, ça ne joue pas en faveur des salariés. Alors, ce qu'on a constaté à Genève, et ça, l'Office cantonal des statistiques nous le montre déjà, il n'y a pas eu de compression salariale, donc il n'y a pas eu une baisse des salaires, des catégories salariales en dessus du salaire minimum, mais il faut aussi dire qu'il n'y a pas eu l'effet ascenseur, parce que l'introduction du salaire minimum et ses effets tombent maintenant avec l'inflation brutale qu'on vit, hein, concrètement. Donc il y a faire la part des choses. Qu'est-ce qui est effet salaire minimum, effet inflation, c'est relativement compliqué à dire. Mais en tout cas, on voit ici l'effet réel sur les personnes, et ça c'est déjà bien. Les 30 000 personnes qui ont eu une augmentation de salaire, c'est quelque chose de très réel, hein. Et je pense, voilà, avec un peu de recul sur la carrière syndicale que j'ai pu avoir, je pense de savoir que j'ai contribué à améliorer la condition de vie de 30 millions de personnes. Voilà, vous voyez la réalité d'une mesure, avec des augmentations de salaire en partie jusqu'à 1000 francs. Hein. Dans la coiffure, les salaires minimums sont de 3200 francs, les catégories les plus basses. Donc, c'est en gros des augmentations de salaire de 1000 francs par mois que certaines personnes ont pu obtenir. Et Marianne montrait tout à l'heure, ça je ne l'ai pas mis dans le truc ici, je l'ai mis là. Parce que tu m'avais dit au téléphone que tu montrais le film sur le premier salaire minimum. Et ben moi, je vous montre le salaire minimum le plus élevé du monde. C'est à Genève. Ça m'amuse parce que c'est la revue Capital qui avait titré ça comme ça. C'est en réalité faux, parce que les 23 francs, les 24 francs, c'est effectivement le salaire minimum le plus élevé du monde en termes réels, en termes relatifs, c'est pas vrai. Le SMIC, il est plus élevé. Hein. Parce que le SMIC, comme le niveau salarial en France est beaucoup plus bas qu'en Suisse, la relation entre le SMIC et le salaire médian en France est plus élevée que le salaire minimum genevois. Mais ça les gens ne comprennent pas forcément. Quel a été l'impact du salaire minimum sur l'emploi ? Zéro. Il n'y a eu strictement aucun impact sur le chômage, négatif en tout cas. Au contraire, comme partout à Genève, les chiffres du chômage baissent. Hein. On est dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on voit que les entreprises ont facilement absorbé cette augmentation de salaire de 7 millions de francs qu'on a montré tout à l'heure, y compris les salons de coiffure. Hein, parce que c'était eux qui disaient, mais si je dois augmenter de 1000 francs ma coiffeuse, je dois fermer. Il n'y a pas eu. Alors, il y a eu report en partie sur les prix, c'est vrai. Mais on a aussi constaté que les gens qui vont chez la coiffeuse, une fois qu'on a fait toute la campagne qui montrait aux gens qu'elles gagnent 3 000 francs, elles sont prêts à payer 15 francs de plus, sachant que maintenant elles gagnent 4 000 francs. Voilà. Donc, il y a eu cet effet un peu de solidarité de la part des clients. Et puis, quel a été l'impact du salaire minimum sur le contrôle du marché du travail ? Bon voilà, je l'ai dit tout à l'heure, on a pu intégrer dans la loi genevoise un renforcement du dispositif d'application. C'est quelque chose qu'en Allemagne est très très fort avec l'introduction du salaire minimum. L'Allemagne a mis en place de fait des systèmes d'inspectorat du travail qui n'existaient pas avant. Donc il y a aussi cet effet-là sur la régulation du marché du travail. Je me suis rendu compte que je me suis trompé là sur ce qui s'est passé à Genève, donc vous oubliez ça parce que j'ai fait un copier-coller mal placé. Donc voilà, ça en gros, bilan, ça peut être utile pour votre campagne, hein, bilan et à Neuchâtel et à Genève, en tout cas pas de licenciement massif, pas de compression de salaire, au contraire, et des effets plutôt positifs. C'est quoi la situation aujourd'hui ? Très rapidement, tu l'as évoqué tout à l'heure Marianne, je l'ai dit aussi rapidement, ça revient maintenant par Parlement fédéral, la fameuse motion Ettlin. Alors Ettlin, c'est un parlementaire du canton de Schwytz, sauf erreur,
il a fait voter le Parlement que dans les cantons où existent des salaires minimums cantonaux, la clause qu'on a critiquée qui existe au Jura et au Tessin doit devenir une clause générale, c'est-à-dire que les salaires conventionnels doivent être exemptés du salaire minimum. Euh, L'effet de ça est juste terrifiant, hein, parce qu'au Tessin, ça a provoqué, juste pour la petite histoire, la création d'un nouveau syndicat, un syndicat piloté par la Lega, qui a commencé à conclure des conventions collectives de travail à tour de bras, justement pour exempter à peu près toutes les entreprises du salaire minimum. Donc c'est ça qui pointe, c'est que tout à coup, vous avez des syndicats créés par les patrons avec le seul objectif de créer des conventions collectives pour ne pas appliquer le salaire minimum. Alors, c'est une motion, donc elle est contraignante pour le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral doit rédiger une loi d'application maintenant. Il y a des très forts doutes sur la constitutionnalité de cette loi parce que c'est quand même des votes populaires dans les cantons qui ont inscrit ça dans les constitutions cantonales et pas sûr qu'une clause de droit privé, parce qu'une convention collective de travail c'est un contrat privé, puisse primer sur un article constitutionnel. Donc je pense que la nouvelle conseillère fédérale en charge de la justice, qu'on connaît bien, parce qu'elle était ma prédécesseure dans cette école, va pas forcément montrer beaucoup de zèle dans l'application de cette motion. Donc, mais ça montre le revanchisme qu'il y a. Il y a vraiment un pas qui a été franchi en Suisse inédit de que les syndicats finalement renforcent des droits à travers l'État. Ça, voilà, c'est important de le dire. Je pense que c'est un nouveau droit que les syndicats ont obtenu. Et c'est quelque chose qui, effectivement, rompt un tout petit peu avec cette tradition corporatiste syndicale. Il y a une pétition en cours à Genève. Si vous voulez scanner le truc et puis signer, allez-y, pour montrer que le salaire minimum, on y tient, on l'a gagné, on va le garder. Et puis peut-être un dernier élément que j'ai aussi choisi, pas tout à fait par hasard, parce qu'on est dans une école sociale ici. L'introduction du salaire minimum fait émerger des contradictions, hein, parce que nous avons décidé des clauses d'exception dans cette initiative. La clause d'exception concerne les stages aussi, donc le salaire minimum ne s'applique pas aux stages, mais nous avons opté pour une définition très restrictive d'un stage. Un stage, c'est un stage quand il est inséré dans un programme de réinsertion en lien avec une loi. Donc, par exemple, vous êtes au chômage, vous êtes à l'AI, et en gros, vous touchez l'indemnité chômage ou l'indemnité AI. Donc ça, c'est effectivement exclu du champ d'application. Et qu'on sait dans le cadre d'un projet de formation. C'est-à-dire, si vous êtes étudiant à l'HETSL, vous faites un stage, ce n'est pas le salaire minimum qui s'applique. Mais tout le reste, ce n'est pas des stages. Hein. L'association du coin qui engage un stagiaire et qui le paye 2000 francs, ce n'est pas un stage. Parce que c'est ni dans un projet de formation, c'est ni dans un programme de réinsertion, c'est juste du dumping salarial. Et donc, en gros, ça n'existe plus à Genève. Les faux stagiaires, comme on les appelle maintenant, doivent être payés au salaire minimum. Et ça fait réagir de manière massive tout le monde associatif genevois. Hein. Et c'est ça les contradictions, ça montre aussi, c'est que le tissu associatif, il vit en partie avec des faux stagiaires qu'il paye mal. Et c'est plus possible à Genève. Hein. Et voilà, donc c'est aussi à l'interne de la gauche, c'est intéressant comment ça reconfigure en partie les approches. Voilà, ici, bon, voilà, ça j'ai mis par écrit ce que je viens de vous dire. Et puis juste pour terminer, bon, mais ça a été dit, on est heureusement pas les derniers. Il y a Bâle-Ville qui a malheureusement accepté le contre-projet qui comporte aussi cette clause d'exception des CCT. C'est vraiment une connerie. Mais voilà, vous êtes là, les Vaudois, avec le lancement qui vient d'être fait. Les Fribourgeois, les Valaisans sont imminents. Et puis voilà, cette particularité zurichoise de voir s'ils arrivent à introduire un salaire minimum dans une ville, ça sera le 18 juin. On verra ça. Ils ont choisi la ville parce qu'ils n'ont absolument aucune chance, vu les majorités politiques à Zurich, de gagner la votation cantonale. Donc ils essayent avec la ville, mais qui n'est pas la plus petite de Suisse. Voilà pour ma présentation